C'est un plaisir pour moi d'accueillir Vincent Fèvre pour la conférence d'aujourd'hui. Donc Vincent est responsable informatique adjoint, mais aussi depuis peu responsable du soutien IT à la recherche au sein d'Unisanté. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur HES en informatique de la HEIGVD, la Haute École d'ingénierie de gestion du canton de Vaud. Et avant de rejoindre Unisanté, il a passé la majeure partie de sa carrière dans des entreprises informatiques en Suisse ou à l'étranger, ce qui lui a permis de développer une très large connaissance dans le domaine et de réaliser de nombreux projets. Donc à Unisanté, il intervient de façon régulière sur les projets de recherche où la partie IT a une composante centrale. Et Vincent, enfin, j'ai quelques collaborations avec Vincent assez récentes, puisqu'il a participé récemment à la mise sur pied, par exemple, des bases de données du système d'information Covid de l'État de Vaud. Donc, je le remercie aussi pour cette collaboration. Et puis, je vais laisser la parole à Vincent pour son introduction à REDCap, pour la conception de bases de données pour la recherche clinique ou des études observationnelles longitudinales. Merci. Merci Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, on va faire cette mini-conférence sur REDCap et puis la conception des bases de données pour la recherche clinique et des études longitudinales. C'est vrai qu'aujourd'hui, le cadre réglementaire et la loi sur la protection des données sont à juste titre de plus en plus restrictifs et nécessitent l'utilisation d'outils qui permettent de facilement régler ces questions. Et REDCap fait partie de ces outils-là. C'est vrai qu'on ne peut plus réaliser sa recherche dans son coin avec un fichier Excel, une base Access ou FileMaker qui ne prennent pas en compte qui prennent pas en considération ces aspects-là. Donc, voilà. J'espère que vous voyez toujours mon écran. Donc, l'agenda aujourd'hui, c'est qu'on va faire un rappel sur la loi relative à la recherche sur l'être humain. Vous expliquer un peu comment REDCap répond à cet article de loi. Ensuite, une définition sur ce qui est un Clinical Data Management System. Ensuite, on verra qu'est-ce que REDCap, d'où il vient, par qui il a été développé, en quelques mots, en quoi consiste REDCap. Et puis ensuite, on passera vraiment à la partie centrale sur comment fonctionne REDCap, expliquer les principes de base, les concepts de base de l'outil. Ensuite, une partie sur quels sont les services que nous offrons à Unisanté avec REDCap, autour de REDCap. Et puis, je finirai sur quelques cas d'études qui sont des projets assez significatifs qu'on a mis en place ces dernières années avec REDCap à Unisanté. Donc voilà, tout d'abord, donc la loi sur la recherche sur l'être humain. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Elle dit que quiconque conserve des données personnelles liées à la santé à des fins de recherche doit garantir leur protection par le biais de mesures opérationnelles et organisationnelles, notamment permettre l'emploi des données personnelles liées à la santé aux seules personnes qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches. Donc, on est vraiment sur un concept de au besoin. Empêcher la publication, la modification, la suppression et la copie des données personnelles liées à la santé sans autorisation ou par inadvertance. Et puis, le dernier point, sûrement le plus important, documenter l'ensemble des processus de traitement déterminants pour garantir la traçabilité. Et c'est là, en fait, qu'un outil comme REDCap, il démontre sa puissance puisque c'est quelque chose qui est vraiment conçu de base dans l'outil, ce qui ne l'est pas dans des outils peut-être plus traditionnels comme Access ou comme Excel. Donc, comment REDCap répond-il à ces exigences? Donc, tout d'abord, l'alinéa 1, lettre A, tout d'abord, on va offrir une fonction de login dans REDCap. Alors, le login, ça peut être un simple login par username, password, mais on peut aller plus loin
en mettant en place une authentification forte avec un deuxième facteur. Une fois que vous êtes logué dans RedCap, vous avez encore accès à rien. Vous devez être assigné à un projet. Et au sein de ce projet, on va avoir un réglage des niveaux d'accès très fin. Vous allez pouvoir créer au sein de votre projet vos rôles et puis après, sur chaque rôle, en fait, définir qui accède à quoi et qui a le droit de faire quoi sur quelle donnée. Dernier point pour la lettre C de l'alinéa 1. RedCap, par défaut, offre un audit trail, donc la traçabilité de toutes les actions qui sont faites, que ce soit au niveau de la structure des questionnaires, mais également sur les données. Typiquement, Excel ne répond pas aux exigences B et C. Voilà, maintenant, une définition d'un CDMS, donc un Clinical Data Management System. Donc, un Clinical Data Management System, c'est simplement un système informatique qui permet la récolte de données électroniques pour la mise en place d'études cliniques ou d'autres projets de recherche. RedCap est donc un CDMS. Il y en a toute une variété d'autres. Sûrement, certains d'entre vous connaissent également CQ-Trial. C'est donc un équivalent de CQ-Trial. Donc, RedCap, qu'est-ce que c'est? Donc, tout d'abord, en quelques mots, RedCap, c'est un acronyme qui veut dire Research Electronic Data Capture. Et il est 100% basé sur une interface web. Donc, par ce fait-là, il est multiplateforme. Donc, vous accédez bien aussi à RedCap depuis un PC qu'un Mac. Et il ne nécessite aucune installation sur les postes clients. RedCap, il est sécurisé. Donc, il est sécurisé à plusieurs niveaux, dans le sens où la Vanderbilt University, qui l'a développé, avait déjà passé un certain nombre d'audits au départ pour le mettre à disposition de leur institution et d'autres institutions. Et chez nous, à Unisanté, donc tout d'abord, il est hébergé sur le système de la DSI du CHUV, donc qui a déjà un certain nombre de sécurité en place. Et de notre côté, on avait également conduit ce qu'on appelle un pen test, donc un test de pénétration. Donc, on engage ce qu'on appelle un ethical hacker qui va essayer en fait de pénétrer le système. Et rien de majeur n'avait été découvert. Donc après, on est toujours sur un système informatique qui peut jamais être à 100% sécurisé, mais on est confiant sur le niveau de sécurité de l'outil. C'est un outil qui a été conçu pour la recherche. Donc c'est vrai que l'expérience nous démontre que les équipes de recherche, elles trouvent facilement, elles arrivent facilement à faire rentrer le design de leur étude dans RedCap, vraiment avec un minimum de formation. Il est reconnu par le FNS et également par la commission cantonale d'éthique. Il est flexible. Souvent, il y a plusieurs façons de faire rentrer un design dans RedCap. Donc souvent, nous, on est là pour conseiller les équipes de recherche pour trouver la meilleure façon pour faire rentrer leur étude dans l'outil. Et puis, comme je viens de le dire tout à l'heure, rapidement, les chercheurs gagnent très vite en indépendance avec l'outil. Il est développé et maintenu par la Vanderbilt University, et donc il y a toute une communauté qui s'est mise en place autour de cet outil. Ce n'est pas complètement open source, mais il est mis à disposition gratuitement par la Vanderbilt University pour des institutions universitaires comme Unisanté. Au niveau de la sécurité, j'y reviens rapidement. Donc, il offre 3 niveaux de sécurité. Donc, je le rappelle, donc vous avez un premier niveau qui est le login, donc accès avec username password. Ensuite, vous devez être assigné à un projet pour pouvoir travailler avec RedCap. Et au sein de ce projet, vous avez des rôles avec un niveau d'accès par utilisateur pour chacun des utilisateurs nommés. On a ensuite un audit trail, donc traçabilité des actions, qui permet en fait vraiment de monitorer tout ce qui se passe au sein d'un projet.
Et puis aussi, une des grandes forces de RedCap, c'est sa partie sur les données désidentifiées. Donc, à chaque fois qu'une variable va être créée au sein de RedCap, on va définir si cette variable est une donnée qui permet d'identifier le participant ou pas. Et ensuite, en fonction des droits des utilisateurs, ces variables vont être simplement supprimées à l'export, ou alors, si les personnes ont besoin de ces données et puis que c'est justifié dans le protocole, ils peuvent y avoir accès. Ici, je vous ai imprimé un exemple d'audit trail. En fait, vous avez un certain nombre de filtres qui vous permettent de dire, ben voilà, je veux voir tout ce qui s'est passé en termes de création de record. Vous pouvez filtrer par username, vous pouvez filtrer par record, donc par participant. Et c'est vrai que c'est quand même très utile quand on a des études qui sont assez larges au niveau du nombre de participants, de regarder ce qui s'est passé au niveau d'un participant, notamment si par exemple il y a une partie qui est faite en mode survey, donc par le participant lui-même, et puis une partie qui est faite par le personnel de l'étude, on arrive vraiment à bien comprendre les différentes actions qui se sont passées sur ce record. Donc RedCap, comment ça fonctionne? Donc tout d'abord, il faut bien comprendre la structure de RedCap. Vous allez tout d'abord avoir une notion de projet. Donc là, je vous ai juste mis une capture d'écran d'une liste de projets. Donc un projet, il faut l'assimiler à une étude. Donc souvent, les chercheurs, ils voient un seul projet sur cet écran. Et après, au sein de ce projet, vous allez avoir toute une administration propre au projet, avec la partie centrale qui va être le design de vos instruments de collection. Donc un instrument dans RedCap, c'est équivalent à un CRF ou à un questionnaire. Et donc pour chacun de ces questionnaires, après, vous allez être capable de faire un certain nombre d'actions. Et après, donc vous avez beaucoup d'options. On va en voir un certain nombre aujourd'hui, mais vous êtes dans votre projet. Donc, quand vous avez votre projet sous les yeux, sur cet écran principal, vous avez vraiment une approche pas à pas pour configurer votre projet. Donc, vous allez tout d'abord passer par les réglages généraux. Donc, les réglages généraux, c'est là où vous allez pouvoir modifier le titre de votre projet. C'est là où vous allez pouvoir définir si votre projet il utilise des surveys ou pas. Donc, les surveys, c'est vraiment donc, des questionnaires que vous allez mettre en ligne pour que le participant les saisisse en ligne. Vous allez pouvoir définir si votre projet ou votre étude elle est longitudinale. Donc, si elle est longitudinale, vous verrez qu'il y a des options en plus qui sont définissables. Ensuite, la deuxième étape, ça va être donc de designer vos questionnaires ou vos instruments. Si vous êtes dans un mode longitudinal, vous allez avoir la création des événements de votre étude. Une étape supplémentaire sur des modules complémentaires qui peuvent être activés sur le projet. On reviendra sur certains de ces modules plus tard. Ensuite, vous avez la possibilité de définir des favoris. Et puis, donc des favoris, c'est quelque chose qui est disponible en fait au sein de votre projet. Par exemple, si vous vouliez mettre en référence, je sais pas, le protocole de l'étude pour qu'il soit visible pour tous les gens qui travaillent avec RedCap, ou ça pourrait être des SOP que vous souhaitez mettre à disposition de votre équipe, vous pouvez les mettre en tant que favoris. Une partie très importante qui est la gestion des droits et des permissions. Là aussi, on y reviendra plus tard. Et puis, la configuration du projet se termine par la mise en production. Et là aussi, on y reviendra un peu plus tard sur les détails de cette étape. Donc, le mode survey, il faut savoir que chaque
instrument ou chaque formulaire, vous avez la possibilité de l'activer en mode survey. Si vous l'activez en mode survey, vous allez pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'options, comme des notifications. Donc, ça permet de notifier, par exemple, le personnel de l'étude qu'un participant a saisi un questionnaire. Vous allez pouvoir automatiser des invitations. Par exemple, voilà, l'inclusion du participant s'est fait à cette date. 10 jours après, on va lui envoyer un lien pour remplir le deuxième questionnaire. Tout ça, ça peut être automatisé. On peut gérer des rappels en disant, voilà, si ce participant n'a pas répondu après 3 jours, on va lui envoyer un rappel après 24 heures. Si ce n'est toujours pas le cas, un deuxième rappel, etc. Tout ça, ça se configure dans REDCap. Et puis, vous avez aussi l'option de créer un mini dashboard pour les participants. On serait là dans le cas d'une étude où il y a plusieurs surveys qui doivent être remplis par le participant. Et puis, il peut les faire au fur et à mesure. Et puis, dans ce cas-là, il a un système qui lui permet d'accéder à un dashboard et puis d'accéder à chacune des surveys et puis d'y revenir plus tard. Le mode longitudinal, donc dans REDCap, quand on active le mode longitudinal, il y a aussi une notion de bras qui va automatiquement apparaître. Donc les bras dans REDCap, il faut vraiment les voir comme des... si vous avez une planification différente dans votre étude en fonction d'un type de participant, admettons qu'on ait comme de façon classique, on a un bras contrôle et un bras intervention. Donc, par exemple, dans le bras contrôle, on va, je ne sais pas, peut-être faire qu'une seule visite au lieu de 3 visites. À ce moment-là, vous allez pouvoir créer des événements pour chaque bras. Et puis ensuite, vous allez avoir une matrice, comme on voit ici à l'écran, où vous allez pouvoir définir, en fonction de l'événement et en fonction du bras, quels questionnaires doivent être remplis. Donc ça a l'avantage de réduire le nombre d'instruments pour la personne qui fait la saisie, parce qu'elle sait qu'à l'événement visite 1, elle va avoir, par exemple, que ces 4 questionnaires à remplir. Et puis, ça permet vraiment d'éviter des erreurs avec des instruments qui n'auraient pas des questionnaires qui n'auraient pas dû être remplis à ce moment-là. Donc, c'est idéal pour les études cliniques, mais on s'en sert aussi parfois pour d'autres cas. L'étape centrale donc, de REDCap, c'est le design des formulaires. Donc, vous avez vraiment 2 façons de procéder. Vous avez une façon de procéder via l'interface où vous allez faire simplement du point and click dans l'interface. Vous allez simplement créer des variables, définir les différentes spécificités et puis créer votre questionnaire comme ça. Et puis, vous avez une option à travers un data dictionary où chaque ligne en fait va représenter une variable, le nom du questionnaire ou de l'instrument sur lequel est disponible cette variable, le type de champ, le label, les différentes valeurs de chaque champ. Et ça, ce data dictionary peut s'importer. Ça permet aussi des fois des collaborations entre des équipes de recherche qui ne sont pas au même endroit et qui n'utilisent pas la même solution REDCap. On va extraire le data dictionary d'un côté et le rapporter dans un autre REDCap. Quand on crée un champ dans REDCap, il y a donc un certain nombre de paramètres à renseigner. Donc, tout d'abord, vous allez définir le type de champ. On verra tout à l'heure les différents types qui sont à disposition. Vous allez définir le label ou le nom du champ. Donc ça, c'est le label qui va apparaître pour l'utilisateur. Vous avez le nom de la variable. Ça, c'est le nom tel qu'il va être conçu dans la base de données. Donc là, ici, vous n'allez pas pouvoir mettre de caractères spéciaux, de majuscules, de minuscules. Là, vous êtes vraiment sur un nom technique, mais qui ne sera pas visible pour l'utilisateur.
Vous allez définir quel type de validation vous souhaitez mettre en place pour ce champ. Donc, il y a différentes validations possibles. Vous pouvez valider si la variable est un entier, si c'est un chiffre avec des décimales, si c'est un champ email, si c'est une date. Vous allez pouvoir aussi connecter une validation à une ontologie particulière, notamment par exemple du SNOMED City ou du ICD-10 ou ICD-11. Là, vous avez l'option de faire cette validation-là, et puis avec le gros avantage que vous allez pouvoir avoir votre base de données qui est codée selon certains standards et puis qui permettra l'interopérabilité des données ensuite. Vous définissez si ensuite le champ est requis ou pas. Et puis, voilà, on vient à ce champ que j'ai mentionné tout à l'heure, si le champ est une donnée identifiable ou pas. L'alignement, donc ça c'est quelque chose qui est important pour les surveys. Vous pouvez définir l'alignement. Et puis le dernier point, le field note, c'est une aide que vous allez pouvoir mettre en dessus du champ qui permet en fait de, voilà, par exemple, spécifier une unité de mesure ou quelque chose comme ça. Donc les différents types de champs à disposition, donc vous avez des champs de type texte court, vous avez des champs boutons radio, donc là un seul champ est disponible. Moi je passe ici dans l'ordre, donc les champs de texte avec validation, les listes déroulantes permettant un seul choix, les boutons radio un seul choix, des listes à cocher où vous pouvez prendre plusieurs valeurs, des champs de texte longs, des oui-non qui sont standardisés avec des valeurs pour le yes à 1, 0 pour le non, des true-false avec aussi une standardisation avec un true à 1, un 0 à false. Un champ signature, on s'en sert notamment pour des consentements électroniques. Des échelles analogiques qui permettent d'avoir 100 valeurs sur le curseur. Des fichiers d'upload. Des champs calculés. Typiquement, si on doit calculer automatiquement je sais pas, un âge en mois ou si vous voulez calculer le BMI, vous pouvez récupérer des variables qui ont été saisies préalablement et puis effectuer un calcul pour afficher la valeur ici. Et puis ici, vous avez des champs qui permettent d'avoir plus des éléments textuels pour découper votre questionnaire. Et puis également l'insertion de vidéos ou d'images qui permettent, je ne sais pas, d'illustrer une question qui serait pertinente pour l'utilisateur. Et puis également des sections qui permettent de découper votre questionnaire. Et puis également, ces sections permettent d'être sur du mode multipage quand on est dans un mode survey. Vous avez également la possibilité de créer des champs avec des matrices. Donc dans les matrices, vous allez avoir l'option de mettre des boutons radio avec un seul choix ou des listes à cocher avec plusieurs choix. Donc ça vous permet de regrouper des questions. Et puis également, système très intéressant, c'est les logiques de branchement qui permettent en fait de cacher ou de montrer certains champs en fonction de valeurs qui ont été saisies préalablement. C'est basé sur une logique simple. Ça ne va pas permettre de faire des branchements très compliqués type arbre de décision. Mais disons que ça permet quand même de réduire le nombre de questions en fonction de certains critères. Et puis, vous avez la possibilité de réutiliser l'ensemble des variables d'un projet. Et puis, voilà, la syntaxe, c'est une syntaxe REDCap, mais il y a aussi un système drag and drop pour construire la syntaxe. Donc, c'est assez simple à utiliser. Dans les autres modules qui sont intéressants de mentionner, c'est vous avez la notion de instruments et événements répétables.
Ça sert notamment quand on est dans un mode où vous n'êtes pas vraiment dans un mode longitudinal. Vous avez des questionnaires qui doivent être répétés. Et puis, vous ne savez pas le nombre à l'avance de fois que ces instruments vont être répétés. Ça peut être intéressant. On s'en sert assez souvent. Vous avez la numérotation automatique des enregistrements. Donc, ça, c'est l'ID technique que RedCap va gérer. Donc, par défaut, c'est un système donc, séquentiel qui va numéroter vos enregistrements 1, 2, 3, 4, 5, etc. Là, on peut désactiver ça et puis vous pouvez notamment vous-même gérer votre ID comme vous le souhaitez. On a un module de planification qui est utile quand on est dans un mode longitudinal. Et ce module de planification, il va permettre en fait pour un participant donné, en fonction des événements que vous avez créés et puis des nombres de jours que vous avez réglés entre chaque événement, de calculer les dates précises de chaque visite pour ce participant. Donc, admettons qu'on a 4 événements dans notre étude. On définit des jours entre chaque événement de 10 jours. On estime que voilà, le participant est inclus le 30 juin. Il va calculer automatiquement à quelle date aura lieu l'événement 2, à quelle date aura lieu l'événement 3, etc. On a également un module de randomisation. Donc, ce module de randomisation, c'est par RedCap qui va directement faire la randomisation. En fait, vous allez simplement définir sur quel champ on va faire la randomisation. On peut faire des randomisations stratifiées, on peut faire des randomisations avec un simple bouton, mais après, il va simplement suivre des tables de randomisation que vous aurez, vous, en amont, uploadées dans l'outil. Et puis, dernièrement, donc depuis la version 9, sauf erreur de RedCap, on a tout un système de notifications et alertes qui permettent d'envoyer des emails, de faire un certain nombre d'actions, qui est très utile pour si par exemple on veut envoyer un email quand le participant a terminé ce questionnaire-là et puis qu'il a rempli telle condition et telle condition, alors on va déclencher une alerte par email à cette personne. Donc ça, c'est très utile. Dans les autres options qui sont disponibles, donc il y en a encore d'autres, hein, ce n'est pas exhaustif, mais là j'en nomme quelques-unes, mais vous avez la possibilité de définir un deuxième champ unique secondaire. Donc, faut savoir que par défaut, il n'y aura que l'ID RedCap où il y aura un contrôle d'unicité, mais vous avez la possibilité de déclarer un deuxième champ. Admettons que vous avez 2 ID dans votre étude. On aura l'ID RedCap qui sera automatiquement unique, mais vous avez la possibilité de déclarer ce deuxième champ comme unique. Vous avez la possibilité d'activer le journal de commentaires. Donc là, c'est des commentaires qui vont être faits sur les données qui vont être saisies. Vous avez la possibilité de mettre en place également le module de résolution d'erreurs. Ça, c'est vraiment utilisé dans un cadre de monitoring où en fait, on a des moniteurs qui vont regarder les données et puis quand ils aperçoivent des anomalies, ils vont pouvoir ouvrir une query et puis l'assigner à un user qui va avoir un mini dashboard pour en fait répondre aux queries qui sont adressées par les moniteurs, et ça permet vraiment d'avoir un workflow des tâches qui sont faites dans le cadre d'un monitoring. Vous avez un outil qui vous permet d'auditer la qualité des données qui sont saisies. Par exemple, de vérifier que tous les champs qui étaient requis sont bien renseignés dans RedCap. Et ça, c'est des règles que vous pouvez définir vous. Et puis après, les faire tourner de façon régulière. Je ne sais pas si par exemple, on avait dit donc l'étude, on ne devait pas enrôler des gens de plus de 45 ans. On pourrait mettre une règle qui vérifie que toutes les dates de naissance sont bien, n'incluent pas des participants de plus de 45 ans.
Et puis également une option pour demander une justification lorsque quelqu'un édite un champ. Donc là, dans l'esprit d'avoir vraiment un contrôle sur les données. La gestion des droits et permissions, donc comme je l'ai dit, au sein du projet, vous allez pouvoir créer votre propre gestion des droits. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les utilisateurs, ils doivent être créés par un administrateur REDCap. Une fois que l'utilisateur est créé, vous allez pouvoir l'assigner à votre projet et puis l'assigner un rôle. Donc, quand vous créez un rôle, vous allez pouvoir définir d'une part les différentes actions que l'utilisateur ou le rôle va pouvoir effectuer sur le projet. Donc, les actions, c'est ce qu'on va retrouver ici. Donc, est-ce qu'il a accès à la gestion du projet? Est-ce qu'il a accès à la gestion de définir les questionnaires? Quel type d'export il a le droit? Est-ce qu'il a le droit à l'ensemble des données? Est-ce qu'il a le droit uniquement aux données désidentifiées? Et puis, donc tout ça, c'est des actions transverses au sein du projet. Et puis après, par questionnaire, vous allez pouvoir dire au niveau de l'entrée des données, est-ce que l'utilisateur ou le rôle a le droit de voir le questionnaire, l'éditer, supprimer des records dedans, ou alors pas du tout d'accès. Donc vous avez vraiment une gestion des droits à deux niveaux. Et puis donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'assignement de l'utilisateur se fait uniquement une fois que l'utilisateur a été créé par nos soins. Et puis vous avez une autre notion qu'on ne voit pas ici sur l'écran, mais c'est la notion de groupe d'accès, ou en anglais ça s'appelle Data Access Group, qui permet dans le cadre d'études multicentriques d'avoir en fait un accès uniquement au record du groupe. Donc, admettons qu'on est sur une étude avec un centre à Lausanne, un centre à Genève, un centre à Berne. On va créer 3 groupes pour ces 3 centres. Les utilisateurs vont être assignés à chacun de ces centres et les utilisateurs de Berne ne verront que les participants de Berne et ainsi de suite pour Lausanne et Genève. Quand vous avez un changement à faire en production, donc la dernière étape dans la configuration du projet, on a vu que c'était la mise en production. Donc en fait, quand le projet passe en production, chaque changement, il y a un filet de sécurité qui se met en place. Et puis, vous allez devoir entrer dans un mode qu'on appelle draft pour faire vos changements. Donc, si vous voulez ajouter une variable, il n'y aura pas de problème. Si vous voulez rajouter un instrument, un questionnaire entier, il n'y aura pas de problème. Par contre, il peut se passer un certain nombre de problèmes si vous voulez commencer à supprimer des variables. Donc là, en fait, de base, il va vous laisser le faire, mais il ne va pas valider ça. Et puis, au moment où vous allez vouloir repasser le projet en production, ça veut dire soumettre vos changements. Là, à ce moment-là, il y a un email qui va être envoyé chez nous. Et puis, nous, on va vérifier si vous avez fait des changements qui impactent les données qui sont déjà en base de données. Donc, ça peut concerner la suppression d'une variable, ça peut concerner un changement dans les choix des réponses. Admettons que vous aviez une question qu'on répondait vert, bleu ou jaune, et puis que vous avez changé le libellé du vert par noir, et ben, effectivement, là, il y a un risque pour les données parce que toutes les données qui avaient été saisies avec du vert vont passer maintenant en noir. Donc là, en fait, nous, on va faire une vérification sur ces éléments-là. Et puis, parfois, vous allez confirmer le changement parce qu'effectivement, c'était bien ce que vous voulez faire. Et puis, parfois, vous allez dire, oh non, non, attention, merci, c'est dangereux. Donc, je reviens en arrière. Et puis là, vous avez vraiment un filet de sécurité. Au niveau de l'exploitation des données, donc, vous avez déjà un certain nombre de rapports que vous pouvez construire dans REDCap directement. Vous allez pouvoir sélectionner
quelles variables vous voulez dans votre rapport, et puis vous allez pouvoir aussi également fixer des filtres et puis des conditions pour que pour que les participants apparaissent dans votre rapport. Vous avez un certain nombre de statistiques de base, donc c'est vraiment très basique, mais des fois, en un coup d'œil, ça suffit déjà pour donner un certain nombre d'infos. Et puis après, vous avez un export dans différents formats. Donc, vous avez de l'Excel, du CSV, vous avez du format Stata, du R, du SPSS. Enfin, il y a vraiment beaucoup de formats différents. Et puis, ce qu'on a de plus en plus de chercheurs qui font, c'est qu'ils exploitent leurs données via l'API de RedCap. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont construire leur script R ou Stata comme ils le feraient s'ils avaient les données en local. Simplement, ils vont se connecter à distance aux données. Et puis, ça permet que les données, elles restent de façon sécurisée dans la base. Et puis d'avoir des données quasiment en live quand on fait tourner son script sans devoir aller réexporter manuellement ces données dans RedCap. RedCap, par défaut, il propose également une application mobile native. Donc, cette application, elle est destinée à des collaborateurs de l'étude. Elle n'est pas destinée aux participants lui-même. Et son rôle premier, j'insiste assez là-dessus, elle est là pour collecter des données en mode offline. Donc, c'est vraiment son rôle premier. Donc, nous, on a des études où les gens ils allaient en prison. Donc là, c'était quelque chose qui était très utile parce qu'effectivement, il n'y avait pas de connexion possible. On a aussi des gens qui interviennent la nuit dans le centre de Lausanne où effectivement, il n'y a pas de connexion. Ça, c'est aussi un cas de figure où l'application elle est utile. Mais maintenant, si on a une connexion Internet, il faut utiliser RedCap en mode connecté parce que l'application présente quand même quelques lacunes en termes de gestion. Enfin, il y a certaines fonctionnalités qu'on ne va pas retrouver dans l'application. Elle va pour faire de la collecte de données basique, mais si on veut faire de la collecte de données un petit peu plus poussée, on essaye de ne pas l'utiliser. Pour utiliser l'application, vous devez donc tout d'abord la télécharger sur l'App Store ou sur le Google Play Store. Et puis ensuite, dans le projet RedCap, vous allez avoir un QR code qui va vous permettre d'installer le projet sur l'application. Ça se fait assez facilement. Voilà, comme ça vous connaissez l'existence de cette application. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on a découvert il y a à peu près 1 an, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir mettre en pratique, mais normalement, on a 2 projets à la rentrée qui devraient utiliser donc MyCap. Donc MyCap, il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est développé directement dans le corps de RedCap. C'est un module externe qui se connecte à RedCap, mais qui présente une application mobile qui est quand même très bien faite pour le participant. Vraiment, ça améliore son expérience utilisateur, notamment sur des projets qui auraient des nombreux suivis longitudinaux. Avec cette app, vous avez tout un outil un outil web qui est aux destinations du personnel de l'étude, qui va pouvoir ajouter des tâches aux participants, créer des surveys pour le participant. On va également pouvoir envoyer des messages sécurisés aux participants, des annonces. Et je pense qu'à l'ère du digital, c'est quelque chose, c'est une solution vers laquelle on va devoir aller. Et l'aspect qu'elle soit complètement intégrée avec les outils RedCap sans avoir à redévelopper quelque chose de plus nous semble être une piste très intéressante pour un certain nombre de projets. Voilà, donc maintenant on passe à
les services qu'on propose au niveau de RedCap à Unisanté. Donc, tout d'abord, c'est soutenu par l'équipe IT de Unisanté. Aujourd'hui, on est une petite dizaine de personnes à l'IT et on est au moins 4 ou 5 personnes à avoir des connaissances plus ou moins avancées dans RedCap, mais qui sont capables de travailler avec RedCap. Et quand je dis travailler avec RedCap, c'est surtout qu'on offre maintenant beaucoup on fait du développement autour de RedCap, on développe des modules, on développe des fonctionnalités qui étendent RedCap. On le verra après dans les cas d'études, ce qu'on a pu mettre en place. Ensuite, on propose un serveur de test, un bac à sable pour les tests et les formations. On a ensuite un serveur de production qu'on appelle recherche. Et ce qui les différencie de l'autre serveur, c'est que celui-ci est accessible depuis l'extérieur. Donc, si c'est une étude qui nécessite une collaboration avec un autre centre de recherche ou alors que les participants vont eux-mêmes saisir des données dans l'outil, on va s'orienter vers ce serveur-là. Et puis, si on est dans un cas d'une étude purement à l'interne, que ce soit au niveau de Unisanté ou de la cité hospitalière, et puis que ça ne nécessite pas un accès externe, on va s'orienter vers le mode service. Ensuite, on a des sauvegardes journalières. Donc, les serveurs, ils sont, comme on dit, photographiés chaque heure. Donc, on est capable d'avoir vraiment une très forte granularité au niveau des sauvegardes. Ça nous est rarement arrivé de devoir remonter sur un backup, mais voilà, sachez que c'est en place. En plus de ça, on fait des backups des bases de données une fois par jour. On va conserver un historique de 7 jours, et puis après, pendant un mois, on en garde un par semaine, et puis après, un par mois pendant une année, et puis après, un backup par année. Ensuite, donc, on maintient, donc on fait des mises à jour régulières de RedCap. On en fait au moins 2 par année, mais suivant les besoins, suivant des bugs qui nous sont remontés, on peut parfois accélérer les mises à jour. Tous nos serveurs RedCap, ils sont monitorés à l'aide de nos outils de monitoring pour assurer un service de qualité. On a un support à la demande pour des besoins spécifiques. Et puis, point important, pour les chercheurs d'Unisanté, donc les prestations qu'on appelle les prestations de base qui comprennent la formation, le hosting et le support sont prises en charge par l'institution. Voilà, donc maintenant, je passe à quelques études de cas ou quelques projets qu'on a pu mettre en place ces dernières années. Donc, tout d'abord, l'étude SHES ou Swiss Health Study ou étude suisse sur la santé, qui est une collaboration avec l'OFSP et d'autres centres en Suisse. Donc, tout d'abord, il y avait le besoin pour ce projet-là de mettre en place un portail participant avec un login. Donc là, le flux a été le suivant. Donc, on a reçu un échantillon représentatif de la population dans le canton de Vaud, de l'OFS. Et puis, on a envoyé un courrier à ces gens sélectionnés avec un code. Et puis, avec ce code, donc, le code plus la date de naissance permettent de se connecter dans ce portail. Donc là, ce portail discute directement avec RedCap et le code et la date de naissance vont être envoyés à RedCap pour vérifier le match entre le code et la date de naissance. Et puis, donc, une fois connecté, le participant a une vision en fait des différents questionnaires qu'il doit remplir avec un pourcentage de complétion.
et puis un certain nombre de, voilà, le temps nécessaire à remplir le questionnaire. Et puis comme ça lui permet vraiment de faire au fur et à mesure de son choix les questionnaires. Et puis donc en fait ici, sur cet écran, au moment où il va cliquer sur démarrer ou continuer, il va basculer dans une survey RedCap qui a le même look en fait que ce portail. Et pour lui, c'est transparent en fait qu'il soit sur ce portail ou sur l'enquête RedCap. Il y avait aussi une notion un peu de gamification dans ce projet, où en fait à chaque fois qu'il va remplir un questionnaire, on va le féliciter, on va l'encourager à remplir d'autres questionnaires. Sur ce projet-là, il y avait aussi un vrai besoin, et puis ça, je pense que c'est quelque chose qui vient de plus en plus présent, c'est vraiment la séparation des données personnelles et des données de recherche. Donc là, ce qu'on fait de plus en plus sur les projets de grande envergure, on va créer 2 projets en fait dans RedCap, un contenant les données personnelles et un contenant les données de recherche. Et puis, avec des modules qu'on développe au sein de l'équipe, on va faire communiquer ces 2 projets pour soit pousser des données dans un sens, soit les synchroniser dans l'autre. Et ça permet vraiment ben voilà, quand on est dans la phase de recrutement, ben, on a besoin des données personnelles parce que ben, on doit appeler les participants, on doit faire un suivi avec eux. Et puis, au moment du recrutement est terminé, on va simplement pouvoir mettre le projet qui contient ces données personnelles en mode offline. Donc, les équipes de recherche n'auront plus du tout accès à ce projet-là. Et puis, nous, on va conserver un backup de ces données, ce qui nous permettra de remonter jusqu'à la donnée personnelle si c'est nécessaire un jour. Effectivement, donc cette étude, elle est importante au niveau du suivi parce qu'une fois que le participant il a rempli tous ses questionnaires, on a une visite qui doit être effectuée avec le participant. Et puis, vu l'envergure du projet, on a eu le besoin de développer un dashboard pour la gestion des participants. Donc ça, c'est un outil qu'on a développé complètement intégré à RedCap, où on travaille avec les données de RedCap. Et ici, en fait, on va pouvoir effectuer des recherches sur le nom du participant, son code d'accès, sa date de naissance. On va pouvoir voir son origine. On va pouvoir voir en un coup d'œil où il en est dans l'étude, quel questionnaire a déjà été rempli. Et puis, on va pouvoir créer des filtres. Et ces filtres nous permettent permettent au personnel de l'étude de faire le suivi de chaque participant et de savoir aujourd'hui qui sont les participants que je dois contacter pour l'étude. Ensuite, chacune de ces données, que ce soit au niveau des appels, des activités, vont être loguées dans l'outil. Et puis, ça permet aussi une collaboration entre plusieurs personnes de l'étude. Comme ça, quand ils arrivent sur un participant, ils savent exactement qui a contacté le participant, à quelle heure, quand, pour quelle raison. On voit aussi le nombre de fois qu'on a essayé d'appeler le participant puis qu'on n'a pas réussi à l'atteindre. On a développé un système qui permet, lors de la visite, d'imprimer un rapport avec les résultats de la visite. On crée aussi des étiquettes en format C128 ou Data Matrix. Et puis tout ça dans un contexte donc multicentre, puisque aujourd'hui, on n'a que Lausanne, mais il est prévu d'intégrer d'autres centres dans l'étude prochainement. Deuxième projet significatif, c'est le projet qu'on a mis en place pour le séro-Covid, donc l'étude de séroprévalence du canton de Vaud, où de nouveau donc le besoin d'un portail participant avec login et pourcentage de complétion des questionnaires. Donc exactement un système similaire à celui de l'étude CHEESE, où les participants reçoivent un courrier à la maison et puis avec ce code plus leur année de naissance, on va faire le match dans RedCap pour loguer les participants. Donc
là, on est vraiment aussi sur un système similaire avec les questionnaires à compléter. Là, donc, il y avait les questionnaires avec plusieurs réponses possibles. Donc, ça, c'était des questionnaires avec donc, des instruments répétables qu'on a vu tout à l'heure. Ce projet, voilà, on a aussi mis en place donc un thème personnalisé. Donc, vous voyez qu'entre ce design-là et ce design-là, enfin, c'est quasiment transparent pour le participant. Il ne se rend pas compte en fait qu'il est en train de saisir des données dans REDCap. Et puis, on avait aussi donc une prise de rendez-vous en ligne où là, les personnes en fait devaient remplir des questionnaires et puis après, ensuite, ils se rendaient dans un centre pour aller faire leur prise de sang. Et puis, le besoin pareil, similaire à Cheese ou séparation entre les données personnelles et de recherche. Donc là, également, des modules qui ont été développés pour faire cette synchronisation nécessaire entre un certain nombre de données personnelles et des données de recherche. Et puis, on a repris le dashboard pour la gestion des participants. Donc, c'était un dashboard simplifié. J'ai refait une capture d'écran, mais on a repris le dashboard qu'on avait fait pour l'étude précédente. Et puis, on n'est pas allé aussi loin dans le nombre d'appels qu'on avait effectués, les activités qui étaient faites sur le participant. Mais globalement, le principe est le même. Et puis, on a également une importation semi-automatique des résultats de laboratoire. Donc, je dis semi-automatique, c'est que on a des imports qui sont faits de façon régulière. C'est une question de temps qui fait qu'on l'a pas complètement rendu automatique, mais on aurait très bien pu le faire. Donc, on reçoit des résultats de l'outil qui est en place sur la cité hospitalière pour les laboratoires, et puis on réimporte ça directement dans REDCap. Dernier projet sur lequel je voulais vous présenter, donc l'étude STEOM, qui est une étude malheureusement qui n'a pas eu lieu, qui était une étude randomisée contrôlée par placebo en double aveugle. Cette étude n'a pas eu lieu parce que finalement les cas de Covid étaient heureusement en chute libre, et puis il n'y aurait plus assez de volume en fait pour inclure le nombre de participants souhaités. Cependant, ça nous a vraiment permis de réfléchir à comment une étude de ce type-là pouvait rentrer dans REDCap. Donc, vous voyez ici qu'on a largement utilisé le mode longitudinal avec vraiment un nombre important d'événements avec des questionnaires qui sont vraiment précis en fonction de l'événement. Et puis, donc là, il y a un seul bras qui est montré, mais il y avait 3 bras dans cette étude, puisqu'il y avait le cas index qui donc prenait le traitement, et puis il y avait également les gens de l'entourage, les gens habitant sous le même toit qui étaient dans l'étude, mais qui avaient une autre planification de questionnaire. On a également mis en place de la randomisation sur cette étude. Donc, c'était de la randomisation stratifiée en fonction de 2 critères. On a également mis en place une gestion des adverse events. Alors, cette gestion des adverse events, on l'a fait essentiellement avec des questionnaires et des notifications et des alertes. À refaire, c'est peut-être pas la solution qu'on préconiserait, mais on a vu qu'on s'en sortait avec ces outils-là. Et puis, on a également développé un système qui permet de faire un ID personnalisé, et qui permettait en fait de rajouter donc une personne vivant sous le même toit directement depuis REDCap. Et puis en fait, son ID devient donc étroitement lié au cas index, ce qui permet en fait de voir pour le personnel de l'étude
l'ensemble d'un foyer, enfin l'ensemble d'un groupe de personnes vivant sous le même toit. Et voilà, je pense, donc c'est toutes des petites choses qu'on a pu développer. Et voilà pour cette étude. Donc voilà, donc peut-être juste avant de passer aux questions, donc juste un petit mot de conclusion qu'on voit sur ces derniers projets. Donc on a vraiment affaire à deux types de projets chez nous. Donc c'est soit des projets simples où finalement on a une équipe de recherche qui va être indépendant avec l'outil, puis on va pouvoir donc leur faire la formation initiale et puis après ils vont être indépendants pour monter leur étude. Et puis on a des projets plus conséquents où là en fait c'est là à mon avis où on a la plus forte valeur ajoutée, où en fait on va vraiment on va étendre les fonctionnalités de RedCap pour vraiment adresser un besoin spécifique de l'étude. Voilà pour la présentation. Donc, je vous remercie de votre attention. Et puis, je ne sais pas comment on fait la suite pour les questions. Je ne sais pas si Yann, tu veux. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Donc, vous êtes les bienvenus soit pour poser vos questions par mail dans le chat directement ou d'activer votre micro et de poser vos questions. Merci. OK. Alors, la question. Donc, 3 questions. Peut-on exporter le Data Dictionary d'un projet RedCap? Donc oui, absolument. Il y a un bouton donc, dans RedCap qui permet d'exporter le Data Dictionary. Alors, peut-on utiliser plusieurs variables pour une décision, par exemple? Donc oui, donc les branching logiques, vous pouvez combiner des variables avec une syntaxe en et en ou en respectant un certain nombre de parenthèses. Donc oui, c'est possible d'utiliser plusieurs variables pour les branching logiques. Est-ce que l'API permet aussi de créer de nouvelles variables avec Stata? Par exemple, si je dois créer des scores de dépression à partir des items d'un questionnaire ou de modifier la matrice des données de transposition. Donc l'API, elle permet de faire de l'import, donc ça veut dire de la modification de données. Donc je dirais oui, il est possible de créer des variables. D'ailleurs, on le fait dans le projet Serocovid on le fait pas depuis Stata, mais on le fait depuis un autre langage. Après, c'est des créations assez simples de variables. Maintenant, de faire une transposition dans une matrice, je ne vais pas m'engager là-dessus. Il faudrait peut-être qu'on voie en détail le besoin. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui voudraient poser des questions d'une manière ou d'une autre? Autrement, on peut libérer M. Vincent Febvre. Oh là, il y a une autre question qui vient sur le chat. Donc, c'est également possible avec SPSS. Il y a un format d'export SPSS. Donc, la question était de savoir si c'était possible d'analyser directement avec SPSS. Donc, oui, c'est possible. Peut-être juste une question, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Donc, Raphaël Bise, merci beaucoup pour la présentation. Pour la passation de questionnaires à travers un iPad, par exemple, si on doit se rendre à l'extérieur, ce serait MyCap, c'est ça qu'il faut utiliser, ou bien pour qu'une personne puisse compléter un questionnaire sur une interface mobile. Ouais, alors, si vous avez une connexion Internet, vous allez pouvoir utiliser les surveys classiques RedCap parce qu'elles sont disponibles en mode responsive, hein, on le dit. Donc, ça veut dire qu'elles vont s'adapter au device que vous utilisez. Maintenant, s'il n'y a pas de connexion Internet, ça devient compliqué si c'est le participant lui-même qui doit remplir les données. Mais effectivement, ce serait plutôt alors l'utilisation de l'application mobile native de RedCap s'il n'y a pas de connexion Internet. Mais disons que souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont partager leur connexion peut-être de leur téléphone pour pouvoir se connecter avec l'iPad et puis après utiliser RedCap en mode connecté. D'accord. Alors, MyCap, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris à quoi ça sert.
MyCap, c'est vraiment une application. Si ça ne permet pas justement aussi de compléter des questionnaires. Ouais, simplement, c'est un peu donc ça va être une application qui est installée sur le device, donc sur un iPad ou sur un téléphone. Et puis avec ça, vous allez pouvoir bénéficier de tout ce qu'on a au niveau des applications. Ça veut dire des notifications push pour envoyer une alerte aux participants pour dire hey, aujourd'hui vous avez une survey à remplir. Ce que vous n'allez pas pouvoir faire avec un questionnaire, vous allez devoir lui envoyer un email par exemple. Ok. Ouais. C'est un peu la grande différence. Ouais. Ok. Merci. Je vous en prie. Donc là, il y a une question de comment obtenir l'API pour Stata SPSS. Donc, il y a de la documentation en ligne pour Stata pour utiliser l'API donc de RedCap. Il faut, sauf erreur, donc la connexion à l'API se fait via du Python. Et après, vous avez de la doc en ligne pour utiliser Stata. SPSS, je connais beaucoup moins. Faudrait qu'on regarde en détail le besoin. Mais globalement, ça se passe toujours de la même façon quand vous allez utiliser l'API. C'est que vous allez avoir dans votre RedCap, vous allez vous connecter et vous allez demander ce qu'on appelle un jeton ou un token qui va vous permettre de faire la connexion de façon sécurisée dans RedCap. Et ce token, il est vraiment lié à votre nom d'utilisateur pour qu'on puisse tracer en fait qui fait quoi avec l'API. Est-ce qu'il y a des tutoriaux sur Internet pour l'utilisation de RedCap? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est disponible? Oui, alors vous avez par exemple pour Python, il y a ce qu'on appelle une librairie qui s'appelle PyCap. Pour R, il y a une librairie qui s'appelle RedCap R, sauf erreur. Donc là, il y a normalement avec ces librairies un certain nombre de documentation disponible. Ensuite, il y a un site communautaire qui est fourni par la Vanderbilt University. Donc, pour y avoir accès, il faut donner le nom de son institution et puis il s'assure qu'on utilise bien RedCap. Mais là, effectivement, nous, on s'en sert beaucoup pour faire de la remontée d'informations à l'équipe aux États-Unis. Et puis, vous avez aussi pas mal d'utilisateurs qui vont poser des questions sur leur projet directement dedans. Merci. Une question là. Donc, conseillerez-vous RedCap pour un registre 300 variables, 300 cas par an? A priori, là, le nombre de variables, il n'est pas du tout limitant. Donc, on a des projets qui vont, je sais pas, presque 2000 variables. 300 cas par an, c'est pas énorme, mais pour moi, ça ferait du sens vraiment d'avoir ça dans RedCap. Est-ce qu'il y a encore des dernières questions par chat ou bien oralement? Autrement, on peut libérer M. Vincent Febvre. Ok, alors on va peut-être clore cette présentation. Merci beaucoup. J'espère qu'elle sera en ligne, comme ça peut-être ceux qui n'ont pas pu participer pourront la voir en vidéo. Et puis bonne journée à tout le monde, bon après-midi à tout le monde. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.